Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 4 janvier. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo à venir. Dans notre série, entamée cette semaine sur les grandes tendances 2024, après le monde comme il va et les grands rendez-vous en matière de politique internationale, les nouveautés du web, et avant d'évoquer les sports et l'environnement ce week-end, on va s'arrêter ce soir sur nos nouveaux comportements, nos nouveaux modes de consommation avec la spécialiste Gaëlle Defloc. La culture à l'honneur, comme bien souvent à Monaco, bilan et perspective avec le bel engouement pour l'opéra en principauté, les raisons d'une année réussie et les prochains grands rendez-vous avec sa directrice de communication, Magdalena Grob. Et puis nous rendrons visite à Claude Gauthier dans son atelier pour y découvrir ses toutes dernières œuvres orientées en majorité vers la principauté. Enfin, portrait d'un golfeur en devenir, champion de France à 21 ans, l'azuréen Tom Vaillant de passage au Monte-Carlo Golf Club. Un fantôme de l'opéra de fin d'année qui n'a laissé personne indifférent en principauté. Une première année pleine pour Cecilia Bartoli à la tête de la programmation de l'Opéra de Monte-Carlo qui n'a pas fini de nous surprendre en cette saison exceptionnelle. Aussi, avec nous ce soir, plaisir de recevoir Magdalena Grob, la directrice de la communication et adjointe à la direction de l'Opéra de Monte-Carlo. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ravi de vous retrouver et très envie, sans plus tarder, de vous souhaiter une grande année pour toute la musique, pour l'opéra, pour le lyrique, et pour toutes les disciplines, pour toutes les variétés en principauté de Monaco. Merci beaucoup, ça c'est important, les variétés, les musiques, l'opéra, c'est essentiel. Évidemment, c'est notre métier, mais aussi nous considérons que c'est essentiel pour tout le public qui habite ici et aux alentours. C'était la première saison complète, première saison pleine pour Cecilia Bartoli, la nouvelle directrice de l'opéra. Une saison où elle voulait quand même mêler à peu près tous les genres, on a bien compris. Alors, évidemment, notre genre de base, c'est l'opéra. Donc, elle a fait une première saison 2023 qui s'est terminée en été, oui. Avec des opéras, mais aussi avec des concerts. Et là, la deuxième saison, elle a commencé au mois de novembre et on va terminer au mois d'avril. Et cette deuxième saison, effectivement, on a eu de l'opéra. On a fait le Requiem de Verdi au mois de novembre au Grimaldi Forum et comme highlight, je dirais, le Fantôme de l'Opéra, maintenant au mois de décembre, ici à la Salle Garnier. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire qui sort un peu du répertoire habituel, effectivement, de ce qu'on fait dans un opéra. Et l'Opéra Garnier qui reste une place, un lieu mythique dans l'histoire de la musique et de l'opéra. Absolument, absolument. C'est mythique, c'est d'une beauté à couper le souffle et c'est une salle légendaire. Je dirais que tous ceux qui a vécu cette salle, tout le monde qui est passé par ici, c'est quelque chose qu'on respire quand on arrive à la salle. Et puis elle est belle comme tout. Voilà, elle est belle comme tout, on l'aime. C'est vrai que c'est l'une de nos salles préférées ici en Principauté de Monaco et on peut le comprendre. Vous avez mis l'accent sur la lettre E l'an dernier, par exemple, en présentant la saison. Je me souviens bien, vous avez parlé d'exigence, d'énergie et d'éthique professionnelle aussi. Tout a été respecté ? Oui, je pense qu'absolument. Oui. On a eu beaucoup de travail. On a dû soulever des défis importants parce que c'était beaucoup de choses qu'on a fait pour première fois. Je pense que créer surtout cette coproduction du Fantôme de l'Opéra, c'était quelque chose de très très important pour nos équipes. Et puis après, on a tout d'abord voulu vendre 20 représentations. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait en principauté. Pendant les jours de fête, avant l'opéra n'était pas ouverte, pendant les jours de fête du mois de décembre. Bien sûr. Donc on a dû créer des structures nouvelles pour communiquer, pour raconter, pour que les gens se passionnent, pour qu'ils viennent. Et je dois dire, la salle était pleine, elle était pleine pour toutes les 20 représentations à 100%. Ça, c'était la grande joie pour nous. Une grande réussite. Après le grand travail qu'on avait fait. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression qu'on démocratise, j'aime pas trop ce mot, mais c'est vrai que c'est pas un spectacle ancien. Peut-être les jeunes sont réfractaires souvent pour aller voir de l'opéra. Vous l'avez dit, on peut venir masquer maintenant, on peut même découvrir de nouvelles technologies. C'était le cas dans Don Carlo, par exemple, avec ses murs d'images assez incroyables.
Alors, nous considérons évidemment, il n'y a pas de limite d'âge ou qu'il faut avoir passé une certaine âge pour venir à l'opéra. C'est quelque chose qui peut et devrait passionner les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux. C'est pour tout le monde. Avec le Phantom of the Opera, qui évidemment, c'est un genre un peu différent parce que c'est sonorisé, c'est une autre manière de chanter, mais on a voulu aussi qu'un public qui d'habitude a peut-être un peu plus de respect, de prendre des places et de venir à la salle, de voir qu'il n'y a pas de problème. C'est beau, c'est intéressant tant qu'on... Il faut que ce soit accessible, effectivement. On passe un bon moment, Oui. il faut venir. Et puis on peut aussi venir pour un opéra, effectivement. Hein. Bien sûr. Magdalena, je ne voudrais pas quand même conclure sans parler de l'avenir. On s'est souhaité les bons vœux en 2024. Est-ce qu'on aura encore la joie de revoir Cecilia Bartoli sur scène, la mezzo-soprano? Est-ce qu'on va avoir des grandes surprises? Est-ce qu'on peut divulguer quelques grandes dates 2024? La fin janvier, Cecilia Bartoli va être sur scène avec Giulio Cesare, un autre opéra de Handel. D'accord. Très très belle, de la très 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 belle musique. On va faire encore 3 opéras, donc Giulio Cesare au mois de janvier, en février un diptyque avec de la musique de Mascagni, Cavalleria Rusticana et le Gianni Schicchi, et on va terminer en mars avec La fille du régiment dans une nouvelle production de Jean-Louis Grinda, et nous allons avoir des concerts aussi. Fin mars, Cecilia va faire un récital avec le grand pianiste chinois Lang Lang. Ça va être un moment magique. Ils s'entendent très très bien. Ça va être quelque chose de très spécial. Et nous terminons la saison le 7 avril encore avec quelque chose unique, une création dans tous les sens, parce qu'on l'a appelé spectacle lyrique, Cecilia Bartoli avec John Malkovich, sur scène, avec orchestre, dans une soirée de théâtre, de musique, mais aussi avec de la musique baroque, accompagnée par les musiciens du Prince. Merci d'avoir pris du temps pour nous, de nous parler de 2023 et de cette fabuleuse année 2024 qui ne fait que commencer. Merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt. Après une première édition en septembre dernier qui avait connu une affluence record, plus de 3600 visiteurs, Monaco pour l'emploi revient pour une deuxième grande journée de rencontres au Grimaldi Forum. Ce sera le vendredi 16 février prochain dans un format plus élargi, plus ambitieux, pour valoriser au mieux l'emploi dans les divers secteurs d'activité de la principauté. Et pour tout renseignement, visiteurs comme exposants, rendez-vous sur le site Monaco pour l'emploi. Inaugurée ce midi par le ministre d'État Pierre Dartout, la désormais traditionnelle exposition photo de notre rédaction se tient jusqu'au 4 février prochain dans un lieu toujours très fréquenté, la galerie du parking des pêcheurs. Une année dans le viseur des photographes de la direction de la communication, toujours présent dès qu'il se passe quelque chose à Monaco, et dont vous retrouvez les meilleurs clichés chaque soir sur Monaco Info. Moment très attendu pour conclure les commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III, le festival du cirque auquel il tenait tant et qu'il avait créé en 1974, c'était il y a 50 ans. La grande parade du cirque aura lieu le 13 janvier avec un passage sur la place du Palais à partir de 14h30, suivi d'un grand spectacle à ciel ouvert dans ce même cadre prestigieux. Toute cette semaine, nous vous proposons en ce début d'année de nous arrêter sur les grandes tendances 2024. Après le monde du net, la situation internationale et avant d'évoquer demain l'environnement et samedi les sports avec les Jeux Olympiques de Paris en ligne de mire, place ce soir à notre consommation, notre façon de gérer nos dépenses, nos nouvelles habitudes. Et avec nous, la directrice marketing stratégique chez Kantar World Panel, Gaëlle Lefloc. Bonsoir madame. Bonsoir à vous, monsieur, et meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tous les consommateurs, c'est pas si simple avec l'inflation. On est après Covid, on est en pleine inflation. Est-ce qu'on s'en sort? Quelles seront les tendances 2024 en matière de consommation? Toujours la recherche du petit prix? Alors, c'est vrai qu'on a vécu une année 2023 particulièrement chahutée, avec un contexte inflationniste qui était totalement inédit. Le consommateur français est sorti, on va dire, de quasiment 40 années de déflation. Donc, c'est vraiment été un choc, pour pas dire un traumatisme. Et donc avec des changements en profondeur dans ses comportements d'achat. Alors vous l'avez évoqué, la recherche de petits prix, c'est vrai, mais le premier réflexe qui il a montré en 2023, ça a été de purement et simplement réduire ses achats.
de produits alimentaires. Donc ça, c'était vraiment du jamais vu. On était entre -3 et -4% de baisse des achats alimentaires. Et pour cela, eh bien, en fait, il s'est recentré sur les produits du quotidien, sur les produits essentiels. Il est descendu en gamme également, hein, donc c'est-à-dire un report des marques nationales, par exemple, vers les marques distributeurs. Il a consommé des protéines animales moins coûteuses, hein, en basculant de la viande rouge sur le poulet, par exemple. Ça, c'est une vraie tendance, hein. L'oubli de la viande rouge, c'est une vraie tendance. Alors ça, c'est une tendance. Exactement. Alors ça, c'est une tendance qui est à la fois court terme et qui est une réaction au contexte inflationniste, mais c'est une tendance long terme qu'on a déjà décelée depuis quelques années, qui s'était complètement exacerbée pendant la période du Covid d'ailleurs, hein, où il y a eu un retour aussi à la nature, etc. Et avec cette tendance de ce qu'on appelle le flexitarisme, c'est-à-dire cette prise de conscience d'avoir un rapport à l'animal différent et de réduire sa consommation de protéines animales, à la fois pour sa santé, pour des questions de prix, d'économie, de diététique, et aussi pour des questions écologiques, puisque on sait que la consommation de viande, c'est un producteur de pollution important. Avec le télétravail, en plus, on a gardé ces habitudes-là. Il y a un peu plus de livraison, par exemple, aujourd'hui. On cuisine tout simplement peut-être plus souvent à la maison? Alors, on a beaucoup cuisiné pendant les 2 années Covid, avec le retour au bureau, mais en même temps une mixité avec le télétravail. Il a fallu préparer plus de repas à la maison, les déjeuners notamment. Et donc, vous avez eu un recours au fait maison qui a été en très forte hausse pendant les 2 années Covid, et puis un contre-coup très net après Covid avec le télétravail. Et il en reste quelque chose. Pour 2024, vraisemblablement, on aura la coexistence, je dirais, à la fois de cette envie de cuisiner, de faire soi-même, et puis la recherche de praticité, de rapidité, avec notamment le recours à la livraison à domicile, qui est une tendance en très forte hausse, effectivement, que l'on a noté tout au long de l'année 2023, malgré le contexte inflationniste, et qui va perdurer tout au long de l'année 2024 et encore les années suivantes. On va revenir à un besoin de se faire plaisir, de faire un petit peu moins attention, et donc avec un recours à la fois à la livraison à domicile, faire soi-même, faire la cuisine en ayant recours à des produits frais, par exemple, qui ont été aussi fortement chahutés pendant toute cette année 2023. Et puis sans doute aussi un besoin à nouveau de lâcher prise et de rattraper un petit peu ces périodes où on a été contraint, avec un retour au restaurant, avec également l'utilisation de produits plus engagés, avec une recherche de qualité à nouveau, le recours aux labels, hein, qui sont sécurisants, qui permettent également de s'assurer qu'on achète des produits de qualité. Un retour aussi sans doute aux produits bio, par exemple, hein, qui ont été des marchés même s'ils restent chers, déclinants. Ils sont clairement plus chers. Donc je dirais que l'engagement des consommateurs qui a été mis à mal pendant cette année de forte inflation, parce que il y avait une obsession des étiquettes, une obsession autour du pouvoir d'achat. Je dirais que après l'été, et sans doute avec un été qui sera en termes de météo assez difficile aussi, on risque d'avoir des classes moyennes qui vont continuer à être étranglées financièrement parlant, et donc tiraillées entre des préoccupations fin du mois et fin du monde, après avoir sans doute vécu un été qui sera ou caniculaire ou à inondation ou autre, et donc avec une préoccupation écologique, et donc un tiraillement entre, je dirais, cette préoccupation écologique et puis la tyrannie du porte-monnaie, qui sont 2 préoccupations difficilement conciliables, et puis des foyers qui vont rester avec malgré tout des problématiques de pouvoir d'achat très compliquées, les classes les plus modestes. Qui devront peut-être malheureusement encore zapper certains repas, comme ce qu'on a pu noter au cours de l'année 2023, avec une hausse du nombre de repas sacrifiés, malheureusement, exactement. Merci à vous en tout cas de nous avoir guidés dans nos choix, toujours portés quand même par l'environnement et le changement climatique. C'est important d'être responsable, vous l'avez dit. Merci à vous et encore une fois, belle année. Belle année à vous. Merci. Et cette belle rencontre au Monte Carlo Golf Club avec un champion en devenir, sacré champion de France à 21 ans, le Canois Tom Vaillant. Entretien signé Frédéric Elion. Chez les Vaillants, le sport est une vraie passion. À 5 ans, Tom tape ses premières balles au golf de Saint-Donat à Grasse. S'il découvre cette discipline un peu par hasard, le jeune Canois accroche tout de suite.
Touche à tout, il s'essaye à d'autres sports, mais le golf devient vite une priorité. Le fait d'être tout seul et d'être responsable de sa performance, je trouve que c'est quand même vraiment sympa. Et voilà, le fait de se dépasser, de jouer indirectement contre les autres, parce qu'il faut d'abord réaliser une performance personnelle sur le parcours, et après si ça suffit à battre les autres, c'est le Graal. Donc c'est vrai que tout cet aspect-là du sport indiv et vraiment de se dépasser soi-même, c'est quand même gratifiant et j'adore ce sentiment. Tom Vaillant intègre les pôles fédéraux à l'âge de 13 ans, grimpe les échelons et accède rapidement au très haut niveau. Ces dernières années et surtout ces derniers mois, tout va très vite. Professionnel depuis moins d'1 an, il décroche de très bons résultats sur le Challenge Tour et devient surtout champion de France professionnel. C'est mon premier succès en tant que pro, j'avais déjà gagné chez les pros, mais en tant qu'amateur, et là, premier succès en tant que professionnel, avec le gratin français. C'est vrai qu'il y avait vraiment tout le monde, et au début, je me suis dit, c'est déjà cool de participer à un tournoi avec eux, mais je ne vais pas me gêner si je peux les battre, et c'est vrai que ça s'est passé de la meilleure manière, avec un scénario top. Être sacré champion de France, pour moi, ça a toujours été important. J'accorde beaucoup d'importance à tous les titres nationaux et à ce drapeau. Et donc c'est vrai que pouvoir mettre mon nom sur cette coupe, c'est top. Le golfeur brûle les étapes et a désormais dans un coin de sa tête le rêve ultime de tout sportif, les Jeux Olympiques. C'est clairement un objectif, j'ai envie d'y être. C'est vrai que je pense que je vais devoir vraiment faire un début de saison exceptionnel pour avoir une chance d'être dans les noms potentiels à y participer. Mais je pense que après ce que j'ai fait en aussi peu de temps, il n'y a rien qui est impossible. Et donc c'est sûr que faire des Jeux en tant que passionné sport en France, on ne peut pas rêver de mieux. Donc je vais tout donner pour y être. Et si ce n'est pas 2024, ce serait 2028, parce que représenter mon pays, c'est important. Grâce à ses bons résultats la saison passée, Tom évoluera en 2024 sur le DP World Tour, le circuit européen le plus prestigieux et relevé. On vous amène maintenant dans l'atelier de l'artiste Claude Gauthier, artiste bien connu à Monaco. Claude Gauthier continue de réaliser des peintures souvent liées à la principauté. Nous sommes allés lui rendre une petite visite aujourd'hui. Reportage signé Vanessa Dessy sur des images de Julien Laugier. Né en 1939, Claude Gauthier crée des peintures allant de la carte postale au grand format. Il s'inspire surtout d'événements annuels de la principauté lors des différentes manifestations. Avec une carrière dans la police monégasque, sa vie d'artiste amateur prend un tout autre tournant le jour où il reçoit une commande particulière. Lorsque je suis rentré à la sûreté publique, je peignais un petit peu, mais le hasard veut que la princesse Grace m'a acheté un tableau sans savoir que j'étais dans la police. Et la chance que j'ai eue, elle est venue. Voilà. Bon, après, j'ai travaillé, et j'ai fait beaucoup d'expositions dans le monde entier. Donc on m'a déjà 3 fois au moins à Boston. Et j'ai même exposé en Albanie. J'étais le 2e Européen à avoir exposé en Albanie. L'artiste accorde une grande importance au travail de recherche historique. C'est pourquoi il s'intéresse plus précisément à la peinture représentant les différents fiefs de la principauté en France et en Italie. J'exprime s'il y a de relations entre la culture de Monaco et mon travail. Donc je représente souvent des expositions sur Monaco. Et cette année, effectivement, il y a les sites. Donc j'ai travaillé sur les sites, j'ai fait à peu près 50 tableaux sur les sites. Ami du cirque de Monte-Carlo depuis 1974, Claude Gauthier a réalisé une centaine de tableaux en hommage à la passion du prince Régnier III. Ils étaient de passage il y a quelques semaines en principauté de Monaco, les chanteurs de la chorale Malagasy Gospel, un chœur malgache très inspiré et inspirant. Madagascar, soutenu par la principauté à travers différents projets financés par la coopération internationale de Monaco. Focus Info, signé ce soir Frédéric Elion, accompagné de Thomas Deus et Alban Jean-Jambre. C'est une chorale pas comme les autres. Il y a 15 ans, la Malagasy Gospel voit le jour. Un groupe de jeunes chanteurs composé de 150 filles, âgées de 8 à 20 ans, et de 2 jeunes garçons non-voyants. La majorité vient d'un quartier populaire et très pauvre de Tuléar à Madagascar, où des milliers d'enfants sont livrés à eux-mêmes.
La Malagasy Gospel est bien plus qu'une simple chorale, créée par une ONG, Eau de Coco. Elle part régulièrement en tournée dans le monde entier via le programme Bel Avenir, afin de chanter bien sûr, mais surtout de sensibiliser le public à l'exploitation des enfants. Le projet de la Malagasy Gospel est de justement donner un loisir, une activité qui soit protégée des loisirs aux jeunes filles du sud de Madagascar parce qu'il y a un fléau de prostitution infantile et de grossesse précoce. Et le but c'est de se trouver à une activité qui remplit les week-ends, les jours qui sont fériés et qui se retrouve et avoir les valeurs de la musique. Après, depuis bien comme ça, on a dit mais ces filles chantent quand même bien. Alors on va pouvoir exporter notre savoir-faire et être ambassadeur des droits des enfants partout dans le monde. La Malagasy Gospel fait partie d'un projet financé depuis plusieurs années avec la coopération monégasque. Madagascar est d'ailleurs le premier pays d'intervention de la DCI en termes de financement et d'action sur le terrain. Depuis 2003, la Bel Avenir a été créée et nous les soutenons depuis maintenant 2010. Voilà. Donc nous soutenons leurs activités à Fianarantsoa, une ferme-école. Et puis nous finançons bien entendu aussi leurs activités sur Tuléar, où ils ont donc créé des écoles, ils scolarisent les enfants. Tous les ans, la Malagasy Gospel part en tournée après plusieurs étapes en France, à Paris et Annecy notamment. 12 chanteuses de la chorale sont venues à Monaco pendant 5 jours pour un échange interculturel extrêmement enrichissant. L'occasion de rencontrer de nombreux acteurs de la vie associative monégasque, certains en lien avec Madagascar, comme l'association Foi, Action, Rayonnement. On a un lien maintenant avec 2 associations, le Centre Énergie, un accueil de jeunes, d'enfants, une pouponnière en fait compte. Et donc nos aînés partent là-bas faire de l'entraide aux autres, en mois d'août généralement 15 jours. Donc sur la crèche, ils restent généralement à peu près 5-6 jours. Et ensuite, ils organisent une colonie d'enfants pour les enfants des rues. Le phare fêtera ses 40 ans l'an prochain. En attendant, après avoir fait connaissance avec les filles de la chorale via des petits jeux, l'activité du jour va se passer en cuisine. Ils vont préparer leur repas en fin de compte, donc plusieurs tables avec plusieurs recettes. Le but c'est que ils découvrent un petit peu la cuisine de chez nous avec des ateliers différents. Donc c'est eux-mêmes qui vont créer leur repas. Par groupe de 3 ou 4, la mission est simple, préparer plusieurs plats. Pâte bolognaise, carbonara, salade de pommes de terre, gâteau au chocolat ou au yaourt. Ça, l'étape numéro 1, ça, l'étape numéro 2. Okay. Oui, l'étape numéro 2, là, elle est en train de faire cuire les oignons. Là, on met la viande. Vous aimez bien cuisiner les filles en temps général ou pas? Oui, pourquoi? on aime beaucoup. Ah, c'est une vraie passion? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? J'aime beaucoup le côté au milieu. Ce séjour en principauté est placé sous le signe du partage et de l'échange, et notamment autour de la musique. Au centre d'activité Princesse Stéphanie à la Turbie, les chanteuses de la Malagasy Gospel ont pu rencontrer les adultes en situation de handicap de la MAPI. On a invité la chorale de Madagascar aujourd'hui pour pouvoir faire un échange sur le thème de la musique, de la chorale, pour pouvoir trouver, c'était un moyen de communication, un lien entre nos 2 associations. Aujourd'hui, il y a 9 personnes du foyer de vie, il y a une dizaine de personnes du CAPS 2, c'est le centre d'activité de jour qui se situe ici à la Turbie, et il y a une dizaine de travailleurs handicapés du CAPS 1 à Fontvieille. Blind test, chanson improvisée, la connexion se crée naturellement et les sourires ne quittent plus les visages. Et la vie il va y avoir la chorale de la MAPI et avant il y a la chorale de Madagascar qui est en train de chanter parce qu'on était dans la terme de No Finish Line Monaco. Elle chante super bien. En fait, on fait partie du CAPS 1 et on a le groupe chant
qui est présenté par Pascal. C'était mon projet au début. Donc du coup, ça s'est abouti et on est beaucoup plus nombreux que... Voilà. Mais là, ça fait du bien de voir des gens comme la chorale de Madagascar que je n'ai pas connue, que j'ai vue au No Finish Line dimanche. Là, tu as pu chanter avec eux quand même. Ouais, voilà, je les adore. Je les adore. Les enfants sont l'avenir de notre planète. 6 filles de la chorale se rendent à l'école des Rêvoirs pour un jeu avec les élèves de CM2. Par groupe, l'objectif est de répondre à des questions sur la culture malgache et aussi de sensibiliser les élèves sur la problématique du travail imposé aux enfants. Ce matin, il y a des enfants qui viennent de Madagascar qui sont venus nous présenter leur pays et nous expliquer comment ils vivaient. Et après, ils nous ont fait une chanson qui était très belle. On a appris des mots en malgache. On a appris la capitale, la durée de la France jusqu'à Madagascar. On a appris plein de choses sur les animaux et la déforestation, le réchauffement climatique et l'école. Cette rencontre avec les enfants de l'école des Rêvoirs est le point d'orgue de 5 belles journées pour la chorale malgache en principauté. Il y a encore des gens qui sont venus à notre concert, mais ça me fait vraiment plaisir et ça nous donne de la force de chanter devant eux et ça me vraiment fait plaisir. Et hier soir, on a fait une des derniers concerts ici, c'est vraiment chouette, oui. Et ça nous a vraiment donné la joie et la fierté d'avoir les gens à Monaco, c'est vraiment chouette. Merci aux gens de Monaco, merci à vous aussi. On a visité le palais, on a visité aussi le casino Monte Carlo. On a visité beaucoup, mais merci beaucoup. On a plein de souvenirs ici. Après avoir envoûté Monaco avec leur voix exceptionnelle, les filles du Malagasy Gospel poursuivent leur tournée en Europe pour continuer de faire découvrir la culture malgache et sensibiliser le public européen au respect des droits de l'enfant dans le monde entier. En 2021, 160 millions d'enfants étaient contraints de travailler. La météo pour ces prochaines heures. C'est avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. De la pluie au programme, mais les températures resteront assez douces. Elles oscilleront de 10 à 11 degrés. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h08. Et nous fêterons les Édouards. Une info pratique avec la mise en place d'une circulation alternée sur le boulevard du Lravotto et ce jusqu'au 8 mars en raison des travaux nocturnes effectués dans le cadre du projet immobilier Testimonio 2. Trafic à sens unique dans le sens Italie-Monaco de 7h30 à 11h30 le matin et dans l'autre sens tout le reste du temps. Enfin, à partir du 19 janvier, notez-le bien, l'accès au parking des Sources se fera uniquement par l'avenue Princesse Grace. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour avec cette exposition qui nous est chère à la direction de la communication, celle de nos photographes Manuel Vitali, Stéphane Dana et Frédéric Nébinger. Exposition à retrouver tout au long de la galerie du parking des pêcheurs. Merci de nous être fidèles. Demain, 19h, vous retrouverez Julia Vial pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée sur Monaco Info.